C'est la célébration du débarquement. C'est le début aussi de la libération de l'armée française. Vous étiez dans cette armée française qui avait été battue et vous étiez prisonnier en Allemagne au moment de Oui, du débarquement, hein, c'est ça? exactement. Ouais. Racontez-nous. Exactement. Bon, alors déjà, bon, j'ai en vitesse, je vais vous dire le départ pour que vous sachiez où j'en étais. Donc j'ai été mobilisé le 3 novembre 1938 Ouais. pour deux ans de service militaire. Alors, il y a eu un an qu'il n'y avait pas la guerre, et il y a eu après, en mois de mai, les Allemands ont attaqué. Bon, à ce moment-là, j'étais au 3e régiment de hussards à Wissembourg. Wissembourg, c'est une ville frontière avec l'Allemagne qui est séparée par une petite rivière qui s'appelle la Lothaire. Ouais. Donc les Allemands, avant les hostilités, on se faisait même des signes d'amitié. Vous voyez, bon, mais quand la guerre s'est déclenchée, c'était plus pareil. Donc on a fait des tranchées, etc. Et je vous dis ça parce que ça a été oublié, ça. Oui. Bon, à ce moment-là, à Paris, on avait besoin, on a appelé ça la drôle de guerre, c'est-à-dire entre la période de déclaration de guerre et le mois de mai où les Allemands ont vraiment attaqué, il n'y a rien eu. Enfin, il n'y a rien eu, sauf nous qui étions à la frontière à Wissembourg, ou qui avaient été complètement évacués. Il y avait donc aucun civil. Et cette drôle de guerre, bon, c'est mon régiment qui l'a faite, c'est-à-dire que on avait des activités de patrouille qui obligatoires, parce que à Paris, pour avoir un communiqué, on nous demandait de faire au moins trois par jour. Hein? Donc, ça permettait à la radio, à Paris, de dire activité de patrouille, etc. Bon. Et ça, on a fait ça pendant toute la période de déclaration de guerre jusqu'au mois de mai. Ouais. Bon. Alors ensuite, j'en viens à ce que j'ai fait. Ouais. Donc, le régiment de hussards a été transformé en 46e GRDI. Et GRDI, ça veut dire 46e groupe de reconnaissance de division d'infanterie. Ouais. Bon, ça veut dire que on est les premiers à attaquer quand on doit attaquer, et on est les premiers aussi pour les missions retardatrices. Ouais. Donc on est toujours sur le qui-vive, toujours devant l'infanterie. Ouais. Bon, alors donc, j'en arrive maintenant quand j'ai été, on va parler de l'armée française. Quand j'ai été mobilisé, bon, en 1938, je suis arrivé à Wissembourg où c'était la cavalerie motorisée. Donc c'était des sidecars et quelques mitrailleuses, hein, des mitrailleurs et des sidecars. Bon, l'armée française, c'est malheureux de le dire, à l'époque, on avait l'outillage de la guerre 14-18. Hein, voyez, y compris des détails, les bandes moltières, et pour les soi-disant cavaliers qui avaient existé avant nous, ils avaient ce qu'ils appelaient des houseaux. C'était des trucs en cuir qu'on mettait au mollet, qui avaient fait, paraît-il, la guerre de 70. Bon.
Donc voilà l'état de l'armée française. Voilà, donc en 38, quand vous êtes mobilisé, et puis ensuite, donc vous êtes dans les missions de reconnaissance. En 40, hein, donc vous devez freiner la progression des Allemands, Jean Turcot. Voilà. Et là, vous avez du vieux matériel. C'est très difficile pour vous face aux armées allemandes. Et les pertes vont être importantes. Et là, vous allez être blessé et fait prisonnier, hein, c'est ça? Non, attendez, on arrive à la période où vraiment l'armée française reculait de plus en plus. Donc, on arrive à la dernière bataille, c'est ça qui est important. La dernière bataille qui a eu lieu, c'est à Épinal. À Épinal, je vous explique, le maréchal Pétain avait signé l'armistice le 17. Oui. De Gaulle avait fait son appel le 18. Et nous, on ne le savait pas, le 19, on reçoit l'ordre d'arrêter une division allemande. Alors, il se trouve que dans notre vieux matériel, on avait quand même deux choses modernes. C'était 2 petits canons de 25. Et ces petits canons de 25, une fois installés, il y avait deux possibilités pour les tanks allemands de passer. On a donc posté nos petits canons et toute la journée, on a bloqué cette division allemande. Oui. Parce que ces petits canons de 25, traversaient les blindés allemands. Donc les Allemands sont restés bloqués. Et alors à ce moment-là, on a tenu toute la journée. Et le soir, on devait recevoir des renforts qui ne sont jamais arrivés. Ouais. Donc de là, on nous a envoyés dans les Vosges, rejoindre l'armée des Vosges. Et c'est là que c'est important, parce que l'armée des Vosges, qui avait environ, je ne peux pas vous dire exactement, mais environ 400 000 hommes, qui avait la nourriture, qui avait les munitions, qui avait tout. Il y avait d'ailleurs 3 généraux qui étaient encore avec nous. On reçoit l'ordre de descendre, déposer les armes à Saint-Dié par le maréchal Pétain. Donc, et que nous allions rentrer chez nous. Donc, on descend à Saint-Dié, on dépose les armes, et à ce moment-là, les Allemands nous disent « Ah non, vous ne rentrez pas chez vous. Dans les accords d'armistice, le maréchal Pétain vous a donné comme prisonnier de guerre. » Ah oui. Voilà. Ouais. Donc, quand on dit que l'armée française, dès qu'il voyait un Allemand, il levait les bras au ciel, c'est totalement faux. Hein? Donc, toute cette armée-là a été donnée comme prisonnière par le maréchal Pétain. Oui. Et, alors, cerise sur le gâteau, de là, ils nous disent il faut maintenant que vous alliez à Strasbourg. Oui. Et on part de Saint-Dié à pied jusqu'à Strasbourg. Moi, je me rappelle que j'ai atterri à la caserne des Blés à Strasbourg, sans manger, sans rien. Oui. Bon, il se trouve que moi, j'étais le responsable du matériel, des sites automobiles et tout. Donc, j'avais 3-4 gars avec moi, et je leur dis, si vous avez quelques conserves, prenez-les, parce qu'on ne sait jamais. Et là, j'ai eu une intuition formidable, parce que ça nous a permis de rester à peu près. Ouais. Et Jean Turcot, ensuite, forcément, vous avez été fait prisonnier par l'armée allemande. Hein? Mais non, mais là, on n'a pas été fait prisonnier, on a été donné. Donné, non mais bien sûr, donné, non mais c'est vrai. Mais vous vous êtes retrouvé prisonnier en ayant été donné véritablement à l'armée allemande. Oui, c'est ça. Et vous, la guerre, alors ensuite, vous l'avez passé où? Et comment vous avez vécu
de loin, forcément, le débarquement des Américains. Oui. Alors de là, au départ, on a fait pelle et pioche sur l'autoroute de Stuttgart à Munich. Et puis après, comme ils avaient besoin de techniciens et que moi, je suis ingénieur dans l'automobile, donc ils avaient besoin de techniciens. Je me suis retrouvé dans une usine à faire le travail. À faire le travail, oui. Oui, mais alors, évidemment, j'en faisais le minimum, en me disant plus tu travailles et plus ça va durer, mais il fallait surtout pas faire de sabotage parce que vous étiez exécuté immédiatement. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Alors, de là, quand nous étions prisonniers, on a fini par savoir qu'il y avait eu le débarquement en 44, quoi. Donc, ça a été l'explosion de joie de tous les prisonniers qui étaient en Allemagne. Mais est-ce que, parce que vous l'avez su, mais vous-même, vous ne saviez pas encore ce qui allait se produire, quoi. Est-ce que vous alliez être relâché? Est-ce que vous alliez pouvoir retrouver la France et la liberté, Jean Turcot? Oui, ben alors, je vais vous dire que quand... c'est un petit détail. Bon, je me suis évadé 2 fois. Malheureusement, j'ai pas réussi. La première fois, c'est l'usine là où je travaillais, il s'appelait Huller. C'est-à-dire H-U avec un tréma et 2 L-E-R. Bon. Et donc, j'ai été repris malheureusement sur la route d'Agno en Alsace. Enfin, et c'est un petit détail que vous allez comprendre, parce que quand je suis parti de cette usine, quand les ouvriers arrivaient le matin, ils disaient « Heil Hitler !» tous. Bon. Il se trouve que donc j'ai été repris, je m'envoyais ailleurs, dans une usine qui s'appelait Sauter, ça veut dire sauter en français. Et de là, je me suis à nouveau évadé, mais malheureusement, on a été donné par un de nos compagnons. Alors, c'est un détail important parce que quand on a fait 2 évasions, on devait aller à Armaruska, en Pologne. Et là, personne n'en revenait. Et heureusement, l'officier de justice qui contrôlait les dossiers, qui avait été avocat, pareil, parlait le français aussi bien que moi, m'a dit « Oh là là, toi, tu as un sacré pot. L'usine d'où tu t'étais évadé, c'est-à-dire les annulaires, te réclament depuis près de 3 ans. » Et Jean Turcot, pour en venir, quand même... alors, vous allez voir, c'est un simple détail que je vais finir. Enfin, allez-y. Quand je suis arrivé dans cette usine, je me disais comment ils vont m'en recevoir, puisque j'avais volé des vélos, etc. Bon. Et bien, d'un seul coup, les ouvriers qui arrivaient, c'était plus à Hitler, c'était Grüß Gott. Ce qui veut dire, c'est du patois du coin, ça veut dire bonjour, quoi. Donc, tout avait changé. Ils avaient compris. C'est ça qui est important. Les civils avaient compris que c'était perdu. Et là, ils ont été d'une gentillesse avec moi, moi qui m'attendais à être bousculé.
ils avaient compris. Ouais. C'est pour vous dire, c'est pour ça que c'est un détail important. Non, mais c'est un détail important, Jean Turcot. Et ce qui est formidable, c'est que vous vous souvenez de tout comme si c'était hier, alors que vous avez 106 ans. Quand même, est-ce que vous avez le sentiment, parce que là, on va célébrer donc les vétérans américains, britanniques, etc. Et finalement, on célèbre assez peu les Français. Est-ce que vous avez le sentiment, vous avez été soldat, qu'ils ont été victimes d'une forme de mépris pendant des années? Ah, ben, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé parce que on a parlé des résistants, on a parlé des gens qui avaient rejoint De Gaulle, mais maintenant, on commence seulement, quelques jeunes historiens commencent seulement à parler de l'armée française. Ouais. Alors, pratiquement, on était les pestiférés. On était les gens qui avaient fait perdre la France. On avait tous les défauts. Ouais. Alors que vous vous étiez battu et que vous étiez là entre 38 et 40 et qu'ensuite vous avez été donné aux Allemands, donné aux Allemands. Ça c'est important évidemment après la signature par le maréchal Pétain, Jean Turcot. Hein. Oui, et en fait, quand on dit que dès qu'on voyait un Allemand, les Français levaient les bras au ciel, il y a eu quand même 70 000 morts. Oui. Hein? Ouais. Ça prouve qu'ils se sont battus. Ouais. Mais quand vous avez une épée en bois et que l'adversaire il a un sabre en acier, c'est très difficile. Hein? Oui. Ouais. Et vous, est-ce que quand vous étiez prisonnier, est-ce que vous aviez toujours quand même cet espoir, cette flamme d'être libéré un jour? Est-ce que vous aviez des informations sur ce qui se passait et ensuite sur ce qui s'est passé avec ce débarquement des Américains? Parce que le débarquement, vous avez été prévenu après, quoi, bien sûr. Oui, parce que vous aviez tous les médecins, les pharmaciens, alsaciens avaient été mobilisés dans l'armée allemande, ce qu'ils ont appelé d'ailleurs les malgré nous. Ouais. Ouais. Et donc, ils faisaient ça très en catimini parce que c'était dangereux pour eux. Ouais. On était au courant par les Alsaciens qui étaient devenus comme ils avaient dit, malgré nous, les malgré nous, officiers allemands. Ouais. Et est-ce que vous espériez, vous aviez en tête cette idée d'un débarquement en Normandie? Parce que quand on est prisonnier comme vous en Allemagne pendant des années, on se dit comment peut être libéré le pays? Est-ce que vous échafaudiez des plans, des projets? Franchement, je vous dis que la plupart des prisonniers n'y croyaient même pas. Ils se disaient comment on va finir avec les hitlériens. Hein. Oui. Surtout que les plus dangereux, c'était tous les jeunes ce qu'on appelait les Hitlerjungen, les SS, tout ça. Ça, ils étaient terribles et je dirais même cruels. Hein. Oui. La population allemande, non, on ne peut pas dire qu'ils étaient... Mais c'était ces éléments vraiment hitlériens, là, qui étaient terribles. Jean Turcot, vous avez 106 ans. Vous allez porter la flamme olympique le 14 juillet, je crois. Voilà. Oui. C'est une fierté. Vous êtes content quand même heureux, finalement. Il a fallu attendre des années pour que vous soyez reconnu pour ce que vous avez fait aussi pour la France? Ah oui, mais je suis très, très heureux et puis très honoré parce que en fait, c'était la présidente de l'Assemblée nationale qui m'a téléphoné pour me dire, voilà, je ne peux pas être, pour la flamme, je ne peux pas mettre quelqu'un en place parce que tous les autres, on se pèterait. Et donc, j'ai pensé à vous, comme j'étais le doyen de l'Assemblée nationale. Oui, vous avez été député, aussi, Jean Turcot. J'ai été député pendant 10 ans. Et donc, elle m'a demandé, est-ce que vous seriez
que vous accepteriez de porter la flamme. Je lui ai dit d'accord. Ouais, bah oui. Bon, il se trouve d'ailleurs que nous avons fait déjà une reconstitution et que c'est pas la flamme parce qu'on peut pas Non. avoir la flamme à l'intérieur. Ouais. C'est la fameuse bouée Ouais. qui a porté la flamme. Ouais. Donc on a fait une reconstitution. Ça s'est à peu près bien passé. Ouais. J'espère que le 14 juillet, les gens pourront apprécier. Ouais. Et j'ai été très, très fier, surtout que la présidente était très contente. Oui, oui. Oui. Bon, et puis, c'est l'occasion de vous saluer et de saluer à travers vous tous les soldats français qui, à l'époque, donc, ont été mobilisés. Et ça, on ne le dit pas, effectivement, beaucoup. Merci beaucoup, Jean Turcot. Merci. Hein. Le plaisir a été pour moi. Ouais. Merci beaucoup.